plus de n'avoir jamais travaillé dans le sport, je n'aimais pas le sport. J'ai eu la chance de travailler pour des boîtes américaines et les Américains, ils n'ont pas peur de la concurrence. Ils veulent être numéro 1, prospecter, se prendre des portes, avoir beaucoup de refus, beaucoup d'objections. Ça a été pendant 14 ans mon quotidien journalier. Sur la première année, c'était hard parce qu'en plus de ça, on n'avait pas d'argent au début. On a mis 10 000 € chacun et t'as pas non plus tous les moyens pour payer quelqu'un pour faire les travaux, pour tout ça, pour installer le matériel. C'était une année assez sportive, quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de monde sur Internet qui donne des conseils à des gérants de salles de sport alors qu'ils n'ont jamais géré eux-mêmes une salle de sport. C'est bien beau de vendre des formations en ligne, de vendre effectivement des consultings, des business passifs et l'automatisation. Non, mais avec nous, tu devras passer 0 coup de fil. Les gens vont arriver comme ça, c'est fini la perte de temps. Sur les 3 premiers mois d'ouverture, j'ai pas fait de sport. Et c'est la problématique qu'on a un peu partout. Aujourd'hui, ceux qui ouvrent leur salle font ça juste par passion, parce qu'ils aiment le sport, parce qu'ils aiment s'entraîner, et qui se rendent compte qu'en fait, c'est un business. Effectivement, le conseil que je donne, c'est toujours faites-vous votre propre idée et demandez-leur les résultats qu'ils ont eu. Même moi, en fait, je peux te faire miroiter qu'effectivement, on a tel et tel résultat. En fait, je peux dire ce que je veux. Mais la réalité, c'est qui? C'est nos clients. Et les clients, eux, ils vont pas mentir. Ils vont dire la vérité et ils vont dire ça à chaud. Bonjour à tous. Bonjour. Rosina, on se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. En plus, on est en Belgique cette fois-ci. On est chez moi. Chez toi? Ah ouais, carrément. J'ai décidé que la Belgique était à moi. Ok, parfait. Si tu veux. Écoute, vu que t'es chez toi, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on ne me connaît pas vraiment. Je suis un peu la femme de l'ombre, en fait. C'est vrai. Mais par contre, auprès de nos clients, ils me connaissent quand même pas mal. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'accueillir et d'accompagner des gérants de salles de sport, mais également de studios de pilates, de studios de yoga, de salles de fitness, donc vraiment le sport en général, dans leur développement commercial. Et également, depuis peu, on a la chance d'avoir ouvert une agence en fait de prospection. Et donc également, on a toute une équipe qui s'occupe de la prospection des salles de sport. Et par conséquent, j'ai cette énorme chance plutôt de pouvoir m'occuper de cette agence. Mais du coup, c'est quoi ton parcours? Parce que tu n'as jamais travaillé dans le sport avant. Alors, donc, en quoi tu es crédible pour aider nos clients aujourd'hui? C'est vrai. Parce qu'en plus de n'avoir jamais travaillé dans le sport, je n'aimais pas le sport. Donc, c'est vraiment là... Et maintenant, tu aimes le sport? Maintenant, j'aime le sport parce que depuis le mois de janvier, je me maintiens à 4 heures de sport par semaine. Oh là. 2 heures de pilates réformeur, 1 heure de yoga en suspension et également 1 heure de piscine. Ouais, mais le pilates réformeur, c'est pas du sport. Le pilates réformeur, c'est du sport. Si tu venais avec moi à 7 heures du matin, le mardi et le jeudi, tu découvrirais que c'est du sport. Je suis déjà venu. Tu es déjà venu, mais est-ce que tu as mis l'intensité? Non. Voilà, donc c'est du sport, tout simplement. Donc, pourquoi je suis légitime comparé à quelqu'un d'autre? C'est quoi mon parcours? Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir un parcours au niveau commercial de plus de 14 ans. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de travailler pour des boîtes américaines. Et les Américains, ils n'ont pas peur de la concurrence. Ça, c'est déjà la première chose. Et deuxièmement, ils veulent être numéro 1. Donc, je peux te dire que prospecter, se prendre des portes, avoir beaucoup de refus, beaucoup d'objections, ça a été pendant 14 ans mon quotidien journalier, vraiment. Ensuite, j'ai eu envie d'avoir ma propre société. Et donc, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, je travaillais pour une société de cosmétiques dont le patron avait un certain âge. Et je me suis dit, en 1 an, je lui ai doublé son chiffre d'affaires. Donc, il a un certain âge, je sais qu'il n'y a pas de repreneur, donc j'irais bien lui proposer un deal et de racheter sa société. Et bien sûr, je me suis faite jeter vraiment comme une malpropre en me disant... Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vendeur? Parce qu'il n'était pas vendeur et surtout qu'il a trouvé que c'était un comportement opportuniste. Ouais. Okay. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de créer ma première société. Et à l'époque, je crée un tea room pour enfants qui existe encore. Je me dis, mais pourquoi j'ai créé ce tea room pour enfants? Parce que là, je venais du monde du pharmaceutique et du cosmétique, donc rien à voir. Je pense que tout simplement, c'est les hormones qui ont parlé. Et à cette époque-là, je voulais un bébé. Et quand je voulais un bébé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il serait bien un endroit pour les mamans et leurs enfants? Ça n'existait pas. Alors, avec mon associé, on l'a créé. Ça s'appelle Le Monde de Rosie, ça existe encore.
Et on est très fiers parce que nous, on l'a gardé 3 ans et ensuite on l'a revendu. Et aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans qu'on l'a revendu. Et la jeune fille qui nous l'a acheté, en tout cas, fonctionne à merveille. Donc, j'ai déjà eu un premier business. Et quand j'ai vendu ce premier business, j'en ai créé un deuxième. Donc, je suis pas retournée dans le monde du salariat. J'ai créé un deuxième business. Ce deuxième business, c'était dans le monde de la coiffure parce que mon expertise, elle était vraiment dans la coiffure et de l'esthétique. Et par conséquent... Donc, tu passes d'un tea room d'enfant à l'esthétique et la coiffure. Okay. Donc, vraiment, le tea room, je l'ai créé parce que c'était des hormones qui ont parlé. Mais mon expérience, c'est que moi, j'ai travaillé en tant que salarié pour un grossiste pharmaceutique. Ensuite, j'ai travaillé pour une grosse boîte américaine dans le monde de la coiffure. Et puis, j'ai travaillé pour une très grosse société en Belgique dans le monde du cosmétique, en fait. Puis, j'ai créé mon tea room. Et après, quand enfin, je pense que les hormones se sont réajustées, je me suis dit, mais pourquoi j'ai un tea room pour enfants En fin de compte, moi, j'ai 2 enfants, c'est super, il m'en faut pas plus. Et le monde du cosmétique me manquait vraiment. Donc, c'est comme ça que j'ai simplement fait l'acquisition d'une marque et que j'ai commencé à promouvoir. Puis, j'en ai eu une deuxième aussi. Et je vendais des produits, donc, chez les coiffeurs, chez les esthéticiennes. Mais est arrivé le Covid. Et pendant le Covid, les salons d'esthétique étaient fermés, ainsi que la coiffure. Ouais. Donc, il a fallu D'ailleurs, ça se voyait sur la coupe des cheveux des gens. Notamment, il y avait beaucoup de choses qui faisaient peur. Et il y avait aussi beaucoup de salons de coiffure clandestins qui auraient mieux fait de ne pas spécialement ouvrir pendant cette période-là. Et donc, par conséquent, pendant le Covid, moi, j'ai dû me renouveler parce que j'étais indépendante, j'ai 2 enfants à nourrir. Et en attendant, je faisais 0 vente vu que les coiffeurs et les esthéticiennes étaient fermés. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à donner des conseils aux coiffeurs et aux esthéticiennes pour gagner plus d'argent. Comme ça a pris, parce que eux aussi, ils avaient besoin d'argent à cette période-là parce qu'ils étaient fermés, ça a commencé à prendre. J'ai commencé à faire des formations, j'ai commencé à faire des consultings. Et par conséquent, ça a pris une certaine ampleur. Donc, par la suite, j'avais plus trop envie de vendre des produits, donc j'ai revendu les marques avec lesquelles je travaillais pour garder cette société de consultance. Ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, je t'ai rencontré aussi et je me rappelle d'une conversation en été où tu m'expliques que gentiment, mais vraiment gentiment, tu offrais une prime de, à l'époque, c'était 200 € à un client qui te donnait un nom d'un prospect. Ouais, donc, même pas quelqu'un qui avait déjà prospecté pour toi. Non, il te donnait le nom, tu offrais 200 €. Et là, je me suis dit, mais attends, il est vraiment gentil. En tout cas, il est très généreux, Pierre, de donner 200 €. Pourquoi tu fais pas la Belgique et le Luxembourg ? Tu te rappelles de cette conversation ? Oui. Et tu m'as dit, oui, mais non, moi, j'ai pas le temps, et ceci, cela. Et c'est vrai que moi, j'étais à un moment de ma vie où j'étais un petit peu fatiguée de la mentalité des coiffeurs et des esthéticiennes, même si je les apprécie vraiment beaucoup. Et je me suis dit, je me donne ces 2 mois, un peu comme un job étudiant, où je vais passer des coups de fil, je vais prospecter pour Pierre, je vais appeler les salles de CrossFit en Belgique et au Luxembourg et en Suisse. Oui. Et on verra. Et en fait, ça fonctionne tout de suite parce que le premier rappel que je fais... Avec Jack. Voilà, c'est ça. Je tombe sur CrossFit Raikan, qui est, à l'époque, en tout cas, le propriétaire était Jack de Jack's Team. J'ai une conversation, mais trop adorable avec lui. Ensuite, on prend le rendez-vous et on vend. Et donc, par conséquent, c'est comme ça que tout mon été, effectivement, je fais de la prospection téléphonique en petit job étudiant, que bien sûr... Tu m'avais très bien commissionné, donc j'étais très contente là-dessus. En plus de, effectivement, mon business, donc j'ai passé 2 mois assez agréables. Par que arrive le mois de septembre, et le mois de septembre, moi, je te dis, c'est pas tout ça, c'était sympathique l'été, mais moi, il faut que je reprenne mon business parce que sinon, il va couler, quoi. Et là, tu t'es dit, mine de rien, pendant les 2 mois où elle a bossé, ça s'est bien passé. Oui, puisque tu m'as ouvert le marché en Belgique, en tout cas. Et la Suisse, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on avait fait 2 clients en Suisse, CrossFit Lausanne notamment. Ouais. Et par conséquent, tu m'as proposé de travailler avec toi et c'est comme ça que ça a commencé, petit à petit. Donc, de plus en plus, j'ai pris place dans ta société. De plus en plus, j'ai un peu abandonné la mienne, même si aujourd'hui, j'ai encore des clients et je suis très contente d'avoir, et je les remercie, mes clients coiffeurs et esthéticiennes qui achètent toujours des produits ou des conseils. Donc, merci beaucoup. Mais à force, avec le temps, plus de responsabilités,
une meilleure osmose entre nous et donc par conséquent un business qui a grandi très fort parce que tu as fait combien depuis tu as doublé, triplé ton chiffre d'affaires depuis que je suis avec toi dans la boîte? Ouais, je pense que quand j'étais tout seul, j'étais aux alentours des 30 000 et ouais, on a fois 2,5 à peu près. Voilà. Et donc maintenant, je prends beaucoup de plaisir. Et pourquoi, effectivement, je suis légitime à donner, d'une part, des conseils stratégiques aux salles de sport? Parce qu'en fait, on parle de stratégies d'acquisition de clients, des stratégies pour savoir vendre et des stratégies pour savoir fidéliser. Et ça, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine, en fait, c'est la même chose. Quand j'étais dans le domaine du pharmaceutique, quand j'ai vendu des produits capillaires, quand j'ai vendu des produits pour le visage, quand j'ai vendu mes propres formations, ou même quand je vendais un café dans mon tea room, les stratégies restent la même. Et donc, les stratégies restent les mêmes. Donc, par conséquent, c'est pas plus compliqué pour moi de faire ça dans le monde du sportif ou dans le monde de la coiffure. Par contre, c'est vrai que si vous me demandez quelques conseils en stratégie de coaching... Là, c'est autre chose. Là. Je ne suis pas la bonne personne. Du tout. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un chouette parcours en tout cas. C'est pas mal comme parcours. Hein. Ouais. Très éclectique. Ok. Tu voulais poser une question ou non? Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es légitime? Parce que là, tu m'as posé la question à moi. Vrai. Mais toi? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime? En fait, donc à la base, moi, j'ai rien à voir avec le sport non plus. Parce que je suis de formation d'ingénieur automobile, donc vraiment strictement rien à voir avec le sport. Et parce qu'en plus de ça, je faisais pas de sport. Ah oui. Oui. Donc t'étais comme moi en fait. Oui, donc on a tous commencé quelque part. Et donc du coup, j'étais ingénieur qualité chez Renault et je travaillais dans les bureaux d'études. J'étais très bien payé, j'avais vraiment un job tranquille. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience que je voulais monter ma boîte, parce qu'à la base, ce n'était pas dans mes projets, c'est qu'en fait, un jour, donc moi, j'aimais vraiment mon métier dans ce que je faisais chez Renault, et à un moment donné, je travaille sur un projet que je ne peux pas citer ici, mais parce que c'était confidentiel, parce que moi, je travaillais sur tous les lancements de nouveaux véhicules sur les 6 premiers mois, sur la qualité du véhicule, que ce soit en usine ou chez les fournisseurs. Et puis, à un moment donné, on a un problème sur un véhicule. Je fais mon job qui était de trouver le problème, d'où vient le problème. Et quand je trouve le problème, mon rôle était d'alerter les gens. Et sauf que quand je commence à alerter les gens, à l'époque, c'était Carlos Ghosn, donc c'est son bras droit, et qui reçoit l'alerte et qui m'appelle en direct pour me dire, écoute, Pierre, en fait, tu n'as pas à faire ce genre d'action. Toi, ton rôle, c'est ça, tu t'arrêtes là, et puis basta, tu te tais après. Et ça m'a fait prendre conscience que, certes, je suis bien payé, j'ai un bon poste, mais par contre, en fait, tu restes dans ta case et tu fermes ta gueule, quoi. Et ça, c'était pas trop ce que je voulais. Ça correspond pas trop à ton tempérament. Non, c'est pas trop dans mon caractère à me taire et puis surtout à supporter l'autorité de quelqu'un. C'est pas trop dans mon tempérament. Donc, c'est là que je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et en fait, à l'époque, j'avais eu un accident de voiture. Donc, c'était avant ça. Et en fait, donc j'étais paralysé pendant 6 mois. Et en fait, pendant 6 mois, j'étais à l'hôpital et en fait, je prenais des médicaments sur médicaments, mais sauf que je n'allais pas mieux. Et je me suis dit, mais attends, j'avais 19 ans à l'époque, c'est pas possible qu'à 19 ans, je sois un légume comme ça. Enfin, sinon, qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir 30, 40, 50 ? Et donc, par conséquent, je me suis dit, OK, il faut que je change quelque chose. Donc, j'ai commencé par stopper les médicaments. Et à mon grand étonnement, j'ai commencé à aller mieux quand j'ai stoppé les médicaments. Donc, comme quoi, les médecins, OK, il faut écouter son médecin s'il y a des choses qui sont graves. Mais sur ça, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, je commence à me lever de mon lit et juste à marcher dans ma chambre. Ensuite, je marche dans le couloir. Après, je vais marcher dehors. Et après, je me mets à faire du sport. Je me mets à faire du vélo. Je vais à la piscine. Et après, je me suis rééduqué grâce à de la musculation et notamment grâce au CrossFit. Et c'est comme ça que, parce que du coup, j'ai une hernie discale qui n'est pas opérable, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu transmettre quand j'ai ouvert ma salle de CrossFit en 2017, CrossFit Farmer, dans le 78 dans les Yvelines, ou dans le 78 pour nos amis belges, parce que je suis en Belgique quand même. C'est ça, donc on parle le belge, s'il te plaît. Et donc,
Donc, on a fait ça. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais essayer de propager ce que j'ai appris dans ma rééducation grâce au CrossFit, mais à un plus grand monde. Parce que combien de prospects et d'adhérents viennent dans les salles? Déjà, avant même qu'ils viennent, ils ne viennent même pas parce qu'ils ont peur du sport, ils ont peur du CrossFit, ils pensent qu'ils ne vont pas être capables, ils écoutent leur pseudo-médecin qui disent « Ah oui, mais faites pas de sport. » Et pas faire de CrossFit, pas surtout. Pas faire de CrossFit, pas faire tout ça. Alors que, en fait, tant que c'est adapté avec un coach et à soi, en fait, tu peux tout faire. Dans une salle de CrossFit où aujourd'hui, tu as des jeunes de 4 ans, 5 ans, 6 ans, comme tu as des personnes âgées de plus de 80 ans. Et pour autant, ils savent s'adapter à tous, comme pour des débutants, comme pour des sportifs de haut niveau. Et donc, en fait, c'est ça la réelle plus-value. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ma salle que j'ai ouverte en 2017. Plus ça, c'était sportif parce que la première année, du coup, j'avais gardé mon job d'ingénieur. Ah, et donc, tu cumulais les deux. J'ai eu la chance de m'associer avec une très bonne coach qui venait du fitness. Et donc, elle m'a apporté toute sa touche là-dessus, sur la partie coaching, sur la partie ambiance, qui manque, je trouve, parfois dans les box de CrossFit, qui sont très techniques, qui sont très militaires, et ils n'ont pas le fun et la dynamique du fitness. Ouais. Et donc, nous, on a su relier les deux, et c'est ce qui a fait que ça a cartonné aussi, au-delà de notre système d'acquisition et de vente. Et donc, on a fait ça sur la première année, et c'était hard, parce qu'en plus de ça, on n'avait pas d'argent au début. Je pense qu'on a mis 10 000 € chacun. Tu fais un prêt d'honneur, tu fais un prêt à la banque, et tu n'as pas non plus tous les moyens pour payer quelqu'un pour faire les travaux, pour tout ça, pour installer le matériel. Donc, en fait, on a dû tout faire nous-mêmes. Je me suis même blessé à l'époque parce que en fait, je faisais tous les travaux tout seul. Ça, plus mon job d'ingénieur, plus gérer la salle, plus le soir, j'allais à la salle pour faire les ventes, pour faire un peu d'admin, etc. C'était une année assez sportive, quoi. Et souvent, les personnes qui ouvrent une salle de sport se disent « Ah oui, c'est chouette parce que je vais pouvoir faire du sport. » Mais le fameux dicton qui dit « C'est le cordonnier le plus mal chaussé », c'est tellement véridique. Moi, sur les 3 premiers mois d'ouverture, je n'ai pas fait de sport. Oui. Parce que déjà, j'étais rincé. Et puis, en fait, ça a changé mon rythme. Donc, en fait, mon rythme, il change. Pourtant, j'avais accès à une salle. Mais en fait, avec tout ce que tu dois faire, plus mon travail à côté, et plus ton énergie et ta fatigue. En plus de ça, tu manges mal, parce que du coup, tu n'as pas d'organisation. Non, du tout. Moi, j'aime pas faire à manger, donc par conséquent, voilà. Donc, tu vois, et en fait, moi, c'est là où j'étais vraiment dans une condition physique la plus pire de ma vie, je pense. Et donc, parce qu'en plus de ça, je me suis blessé. Donc, ouais, c'était assez dur. Et après, j'ai commencé à... Quand ça s'est bien développé, que j'ai commencé à recruter, que j'ai commencé à bien m'organiser, à me structurer, là, j'ai commencé à reprendre du temps pour moi, à reprendre du temps pour faire du sport, pour mieux manger, etc. Et là, oui, là, c'était intéressant. Mais non, c'est faux de croire que... En fait, et c'est la problématique qu'on a un peu partout, c'est aujourd'hui ceux qui ouvrent leur salle et qui font ça juste par passion, parce qu'ils aiment le sport, parce qu'ils aiment s'entraîner, et qui se rendent compte qu'en fait, c'est un business et que tu es chef d'entreprise. Oui, tu deviens chef d'entreprise. Tu n'es pas coach, là, tu es chef d'entreprise. Et c'est marrant parce que je parlais avec Johan de CrossFit Diversity cette semaine, et qui me disait dans son témoignage, en fait, c'est la première fois que j'ai accès à du contenu pour des chefs d'entreprise. Oui. Il y a beaucoup de contenu pour les adhérents, il y a beaucoup de contenu pour être coach, level 1, level 2, tous les trucs, etc., toutes les formations. Mais par contre, qui est-ce qui t'apprend à développer ta salle? C'est pareil, j'ai vu un post récemment sur les réseaux d'un honneur qui parlait de la course à l'affiliation. Ah oui, je l'ai vu. Où en fait, tu as CrossFit, Aerox, Xenom, THX, je sais pas quoi. Les gars, au bout d'un moment. Et en attendant, comme il le disait, la vache à lait, c'est les gérants de salle. Mais derrière, il n'y a personne qui t'apprend à développer ta boîte. C'est ça. Donc, c'est problématique. Oui, totalement. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. En fait, je te demandais en quoi tu étais légitime d'avoir une société. Parce que nous, maintenant, tous les deux, on a une société. Mais à la base, tu as développé cette activité seule. Donc, en quoi tu étais légitime aujourd'hui pour pouvoir donner des conseils à des salles de sport? Surtout, et je le répète encore une fois, les conseils que l'on donne, parce qu'on est maintenant un vrai cabinet de conseils, ce sont des stratégies marketing, des stratégies de vente. On donne
zéro conseil sur comment vous devez coacher, ça, c'est pas notre quelles rôle. sont les différentes affiliations que vous pouvez prendre. On n'en a aucune idée. C'est vraiment même si on peut subjectif. conseiller en termes de stratégie de business là-dessus. Oui. Est-ce qu'on prend l'Irox? Est-ce qu'on prend le CrossFit? Est-ce qu'on prend les autres ou pas? Ça, on peut conseiller bien évidemment en termes de développement de business. Mais sur le coaching pur et dur, en fait, en vrai, on s'en fout de ton affiliation. Ce qui compte, c'est ton service qui soit de qualité et que tu aies une bonne com et un bon système de vente pour faire venir les gens. Parce qu'au final, les gens ne viennent pas pour faire du CrossFit, ne viennent pas pour faire de l'Irox. Ils viennent pour se transformer, pour se remettre en forme, pour perdre du poids. Souvent, ils ne connaissent pas. Mais bien sûr. Ils ne connaissent pas. Et c'est la même chose avec le Pilates Reformer. Moi, la première fois que je suis allée en faire, j'avais vu quelques vidéos sur Internet. Je me suis dit, ça a l'air pas mal, je vais aller tester. Donc, peu importe l'activité, au final, c'est la transformation qu'il faut vendre. Ouais. Parce que ton activité, les gens s'en foutent. C'est ça. Et souvent, ça me fait rire parce que mes clients me demandent « Ah, mais pourquoi, Rosina, t'as accroché sur le Pilates Reformer et t'as pas accroché sur le CrossFit ?» Parce que ça fait quand même maintenant 4 ans que je travaille pour toi, avec toi, mais aussi 3 années où vraiment de manière un peu plus intensive, j'ai accompagné plus de honneurs de CrossFit que de salles de fitness ou yoga, même si on a quand même pas mal de clients dans ces secteurs-là. Et je pense que moi, j'ai simplement adhéré par rapport au corps, en fait, des professeurs. Parce que quand je vois un professeur, un coach de CrossFit, même homme ou femme, et quand je vois effectivement un professeur de yoga ou de Pilates Reformer, je me dis, ah oui, au niveau de son corps, je préfère ressembler à, effectivement, un professeur de Pilates Reformer qu'un coach de CrossFit. Donc, en fait, c'est simplement ça. C'est, comme tu dis, c'est la transformation. Ouais. Que tout simplement, j'ai acheté cette pratique-là pour le corps que j'ai envie de devenir, en fait. Et c'est marrant parce que tu dis ça, parce que là, moi, je suis en train de changer de sport. Ah oui, c'est vrai. Parce que pendant longtemps, tu as fait du CrossFit. Du CrossFit à fond. Et maintenant, du jour au lendemain, tu as changé. Ouais, parce que je pense que j'en ai eu marre du CrossFit. Et comme je travaille aussi dedans, je pense qu'il y a eu un trop-plein là-dessus. Et donc, je me suis mis au triathlon. Mais par contre, je me suis mis au triathlon parce que ça reste 3 sports qui sont variés. Et je viens jumeler ça avec soit un peu de CrossFit, soit un peu de renforcement musculaire. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas ressembler et je ne veux pas avoir un physique de triathlète. Parce que ça ne me plaît pas, les physiques de triathlète. Ils sont tout fins, ils manquent un peu de force. Alors que moi, je veux montrer que c'est possible d'être un peu lourd, d'être un peu fort, mais de quand même faire du triathlon. Et parce qu'en fait, je veux ce physique fort, mais tout en étant fit comme un triathlète. D'accord. C'est pour ça que je jumelle les deux. D'accord. C'est pour ça, donc, notamment ce week-end à Andorre, où tu as eu l'occasion de monter... De faire du vélo. Dans la montagne, avec un vélo électrique, mais sur lequel tu as mis le mode éco. Le minimum d'assistance, mais du coup, comme il pèse 27 kilos le vélo, c'était dur. Et il fallait monter. Alors moi, j'étais assez fière de moi, parce que moi, par contre, j'ai mis le mode automatique. Donc, je roulais tranquillement au-dessus de la montagne. Et puis, j'ai patienté à me dire, bon, ok, et quand est-ce que Pierre il va arriver là ? Il me faisait signe à quelques vélos, mais c'était pas Pierre. J'étais encore loin derrière. C'est vrai. Donc en fait, pourquoi je suis légitime ? Parce que j'ai une expérience terrain. Oui. Aujourd'hui, on voit beaucoup de monde sur Internet qui donnent des conseils à des gérants de salles de sport alors qu'ils n'ont jamais géré eux-mêmes une salle de sport. Mais je vois pas comment tu peux en fait apporter des conseils qui soient structurés, qui soient tangibles et sans avoir eu une salle de sport. Pour moi, ça fonctionne pas. C'est parce que en fait, tu peux avoir plein de prospects, mais si tu sais pas les convertir, ça marche pas. Non. Donc, toutes ces agences de com, ces community managers, etc., qui servent strictement à rien, ça va dans le mur. Si tu as des prospects et que tu les convertis, mais que tu convertis pas au bon prix ou que tu sais pas fidéliser, t'es pas rentable, tu sais pas te payer, t'as pas de trésor et que tu sais pas les fidéliser parce que tu vends pas les bonnes offres, derrière, ton service, c'est une passoire. Et quand tu as une petite salle où tu peux mettre peut-être 300, 500 adhérents et que tu n'as pas une grosse salle qui fait 2000 m², c'est compliqué parce que tu ne joues pas sur la quantité, mais sur la qualité de tes membres. Et surtout par rapport au prix qu'ils vont payer. Ouais. Et en fait, quand tu ne connais pas ça, tu ne sais pas gérer ça. En fait. Souvent, moi, les gens me disent « mais qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?» Et déjà, la première chose que je dis, c'est « Ok, mais est-ce que tu peux me citer des concurrents ?» Parce qu'en fait, déjà sur le marché, on n'est pas beaucoup à faire ça. Non.
Donc ça, c'est déjà la première chose. Ouais. La deuxième chose, quand ils en citent, moi, la seule chose que je leur dis, je dis, c'est cool, tu as eu un audit chez nous, va faire un audit chez eux. Et en fait, compare par toi-même, effectivement, lequel tu te sentiras plus en connivence et ensuite, lequel va t'apporter le plus de services, mais aussi le plus de résultats. Parce que c'est bien beau de vendre des formations en ligne, c'est bien beau de vendre effectivement des consultings. Des trucs automatisés. Ah oui, j'adore ça. Les business passifs et effectivement l'automatisation. Non, mais avec nous, tu devras passer 0 coup de fil. Les gens vont arriver comme ça. C'est fini la perte de temps à prospecter. En fait, généralement, ça va pas très très loin, quoi. Et donc, moi, c'est effectivement le conseil que je donne, c'est toujours faites-vous votre propre idée. Et aussi, demandez-leur tout simplement des contacts des clients qu'ils ont accompagnés et demandez-leur les résultats qu'ils ont eus. Mais demandez directement à leurs propres clients. Parce que même moi, en fait, je peux te faire miroiter qu'effectivement, on a tel et tel résultat. En fait, je peux dire ce que je veux. Mais la réalité, c'est qui ? C'est nos clients. C'est les clients. Et les clients, eux, ils vont pas mentir. Ils vont dire la vérité et ils vont dire ça à chaud. D'ailleurs, ça me fait penser que nous, tout ce qu'on communique sur nos réseaux, les gens peuvent penser que c'est des belles promesses. Mais en fait, tout ce que je communique en termes de résultats, c'est uniquement les résultats de nos clients. Oui. C'est de les résultats que moi-même, j'ai eu dans ma propre salle, où, en fait, donc déjà, en moins de 3 mois, on a réussi à être rentable. Et quand je dis rentable, c'est pas juste payer nos charges. Parce que ça, tous les petits marrants qui me disent « Oui, ma salle, elle est rentable, elle tourne », et que tu te payes pas et que tu n'as pas de coach avec toi, en fait, ta salle, elle n'est pas rentable. Non. Parce que déjà, si tu te payes pas ou que tu te payes 1000 balles, non, c'est pas avec ça que tu vis, mon Dieu. Non. Et c'est pas avec ça que tu sais subvenir aux besoins de ta famille. Bien sûr. Et donc ça, c'est important. Et en moins de 2 ans, on a réussi à monter à 540 adhérents quand même, avec un panier moyen à 120 € par mois. Donc, on estime en tout cas avoir bien réussi. Et en fait, c'est comme ça que mes propres concurrents sont venus me voir à l'époque pour me demander comment on avait fait en 2 ans, ce qu'eux n'ont pas réussi à faire en 5-10 ans d'activité. Et donc, c'est là où on a réussi à faire la différence parce qu'au début, ça s'est développé comme ça. Et après, au bout d'un moment, comme ça marchait pour eux, tous les mois, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils revenaient me voir et ils parlaient autour d'eux. Non, j'avais 5-10 salles comme ça. Et puis, je leur dis, au bout d'un moment, les gars, j'ai quand même une salle à faire tourner, quoi. Tu vois, c'est bien beau. Là, je vous donne des conseils. Mais surtout que aussi, et en plus, ça, je faisais ça gratuitement. Tu faisais ça gratuitement. Et souvent, un peu la face cachée de l'iceberg, c'est que encore aujourd'hui, on se forme beaucoup. Oui. C'est que, notamment, tu parlais tout à l'heure de Johan, de CrossFit Diversity, et il y a une semaine, je l'avais en consulting, et il me dit « Ah oui, pour le moment, tu lis quoi, Rosina ?» Et je lui faisais part des bouquins que je lisais. Mais hormis des bouquins que je lis et des formations qu'on suit, nous aussi, on se fait accompagner. Oui. En fait, il y a aussi un investissement en termes de Bien temps sûr. et en termes d'argent qui fait qu'on arrive à ce niveau-là. Je reprends un autre exemple qui est plus pour toi. Bon, là, tu t'es un peu auto-formé, mais je pense qu'il y a 2 semaines d'ici, tu ne savais pas du tout utiliser Claude Code, alors que maintenant, tu as créé des agents IA, tu as su créer effectivement des automatisations qui nous ont permis aussi de supprimer certains postes dans notre équipe qui n'avaient pas une très grande plus-value, en fait. Et c'est là où la force aussi, je pense, de notre société, c'est que d'une part, on a, toi comme moi, l'expertise par tout simplement du concret, du vécu, parce que créer sa boîte, moi, dans mon cas, j'en ai créé 3, il faut y aller. Ensuite, avec aussi tout le contexte autour, parce que la vie familiale, à essayer d'avoir quand même une vie aussi personnelle. Donc, il y a tout ça. Et à côté de ça, c'est de se dire, OK, on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, ça va d'autant plus vite qu'avant. Moi, j'ai vraiment cette impression que toutes les semaines, on doit se mettre à la page de la page pour pouvoir apporter à nos clients, d'une part, notre expertise, mais d'autre part, du temps. Parce que nous, tout ce temps où on se forme et où on fait des recherches pour pouvoir le transmettre à nos clients, par conséquent, c'est ça aussi qu'ils achètent, quoi. Bien sûr. Tout ce qu'on a développé sur Claude Code, on le transmet à nos clients maintenant. Mais sauf que d'eux-mêmes, ils ne l'auraient pas fait. Parce que toutes les heures et tous les jours que j'ai passé à regarder des vidéos, des tutos, à pratiquer, à faire des erreurs, à faire plein de trucs, maintenant, ça me permet de faire gagner du temps à tous nos clients pour leur transmettre ce qui marche directement. Ouais. Ou alors de leur fournir des outils clés en main
qu'on a créés nous-mêmes pour nos clients et qui leur permettent de pouvoir leur faire gagner un temps de dingue. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ça fait vraiment la différence. Là, je vais prendre un exemple concret. Donc, aujourd'hui, on est dans un studio de podcast. On n'est pas du tout chez nous dans nos bureaux. Il y a moins d'un an, on n'avait jamais loué de studio. Et grâce, en fait, à cette action que nous avons faite, ça nous a permis aussi, d'améliorer notre stratégie de communication, mais aussi de la mettre en application pour nos clients et dire, OK, eux, est-ce que c'est intéressant pour eux d'aller louer un studio de podcast ? Pas spécialement. Par contre, qu'est-ce que l'on peut faire et quelles sont les méthodologies qu'on peut leur donner à mettre en place pour que justement ils puissent faire beaucoup plus de contenu, pour qu'ils puissent savoir publier plus facilement, mais aussi monter, parce qu'en plus de ça, et sans non plus que ça leur coûte un bras, parce que à côté de ça, bien, il faut être réaliste. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'argent acheté par les fenêtres et le contenu sur les réseaux sociaux, c'est aussi du contenu qui coûte de l'argent, en tout cas tout ce qui est post-production. Clairement, parce que tu vois, moi tu m'aurais dit il y a 2 ans, je vais tourner dans un studio de podcast, je t'aurais dit jamais. Oui. Mais pourquoi ? Parce que je faisais pas autant de contenu que ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je vois ce que me coûte le contenu, parce qu'on fait 5 posts par jour, je me dis il faut que j'optimise, parce que je vais pas dépenser 20 000 balles par mois juste pour de la création de contenu. Surtout que de la création de contenu en organique, tu as un retour. Donc maintenant, on a un retour sur investissement plus rapide parce qu'on a de l'expérience. Mais au début, tu as un retour sur investissement qui est beaucoup plus long. Oui. C'est pas instantané. Et donc, quand tu prends conscience de ça, tu te dis comment tu peux optimiser. Et quand tu vas payer un vidéaste pour une journée de tournage que tu payes entre 500 et 1000 euros, et encore, c'est pas les plus chers. Non. Effectivement, je viens dans un studio de podcast, on fait un tournage ensemble pendant 1 heure, j'en extrais 20-30 réels et j'ai du contenu. Et pour peut-être 10 fois moins cher que ce que ça me coûterait avec un vidéaste pour faire un tournage, soit sur place ou soit dans un salon comme on a déjà fait, etc. Et donc c'est là où en fait, ça nous pousse à optimiser parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est bien que les coûts augmentent, mais derrière, t'as pas... Et en plus de ça, avec l'IA qui arrive aujourd'hui, en fait, c'est soit tu prends le pli de te dire en fait, l'IA va te manger, t'as peur et puis tu t'en sers pas. Oui. Mais pour moi, ceux qui se disent ça, ils vont finir par couler. Mais par contre, nous, on se sert à bon escient de l'IA pour justement subvenir aux besoins de nos clients parce qu'ils auront toujours besoin de nous, parce que l'IA ne va jamais nous remplacer, parce que l'humain et le contact humain, la chaleur humaine, le truc émotionnel, ça restera toujours ici et présent qu'une IA ne pourra jamais t'apporter, en tout cas, pas pour le moment. Oui, mais aussi, il faut savoir, une IA, il faut savoir s'en servir. Il faut s'en servir. Parce que si tu promptes pas bien, t'as pas les bonnes réponses. Oui, mais je pense qu'à terme, il y aura des IA qui vont prompter, tu vois. Oui, mais malgré tout, c'est une idée que tu as en tête et il faut savoir la retranscrire. Ouais. Et même si tu la retranscris, pas spécialement en écrivant, mais même en faisant un audio, si ta pensée n'est pas claire, malheureusement, ton IA, elle va pas savoir te créer ce que tu as besoin. Moi, je l'ai remarqué, je pense que c'était la semaine passée, où je me heurtais, il ne comprenait pas en fait, ce que je désirais. Et je trouvais ça tellement simple et j'avais vraiment l'impression que mon explication, elle était vraiment très, très, très claire. Pour finir, j'ai abandonné parce qu'à la limite, j'allais un peu insulter Claude. Et je reviens le lendemain, je lui dis une seule phrase et tip-top, il me sort ce que j'ai besoin. Alors que le lendemain, que la veille, j'ai passé, je pense, 1 heure à prompter et ça fonctionnait pas. Et à chaque fois, le résultat qu'il m'envoyait, c'était pas ce que je voulais. Ouais. Et je suis convaincue que c'est parce que j'étais fatiguée, que je voulais absolument que ça se termine vite. Et par conséquent, c'était pas clair ce que je racontais. Parce que le lendemain, je suis arrivée fraîche, à 7h du matin, je lui ai donné ma petite phrase, je dis, tu peux me faire ça, nanana, bam, et là, il me le sort, en 2 minutes. Et là, je me dis, Donc, le problème, c'était pas mon IA la veille, le problème, c'était moi la veille. Oui. Donc, c'est là aussi où il faut avoir aussi certaines compétences et que ce soit clair dans ta tête. Il faut apprendre. En fait, il faut apprendre, il faut pratiquer. C'est un peu comme nos clients qui nous disent, oui, mais la partie commerciale, tu sais, c'est pas mon truc, mais en même temps, t'as jamais pratiqué, mon vieux. Oui. Donc, en fait, c'est comme quand tu commences à coacher. Oui, c'est la même chose. T'es pas très bon. C'est comme quand tu commences à draguer, t'es pas très bon. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, il faut pratiquer, il faut s'entraîner. Et c'est avec l'entraînement et de la pratique. Là, j'ai regardé récemment un truc sur le Kung Fu. Oui. Je peux te dire que les gars, ils s'entraînent 8 heures par jour.
Et eux, ils ont, que ce soit au Japon ou en Chine, ils ont vraiment cette notion de, pour devenir un expert et maîtriser une matière, il faut s'entraîner tous les jours. Et t'as pas le choix. Donc ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Même dans le sport, quand tu commences un sport, t'es nul. Oui. Moi, quand j'ai commencé le triathlon, il y a 2 mois, je savais pas courir plus de 15 minutes. Oui. Bon, il n'y a pas de secret, quoi. Et maintenant, tu cours combien ? Maintenant, j'arrive à courir 1 heure ou 2 tranquille. Donc voilà. Bien. Donc en fait, mais c'est que de la pratique. Oui. C'est que de la pratique et de l'entraînement. Et ton corps et ton cerveau, ils vont s'habituer. Et donc pour finir cette réponse à la question initiale qui était sur la légitimité de ça, effectivement, du fait que je l'ai fait dans ma propre salle. Et aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé la barre des 450 salles qui nous ont fait confiance depuis le début. Parce que je fais ça depuis fin 2019, quand même. Donc de manière officieuse et de manière officielle sur les réseaux. Je pense que je me suis mis sur les réseaux en 2021. Oui, je pense que c'est 2021. Par là. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir vu quand même pas mal de salles. Oui. On a plus de 380 témoignages sur nos réseaux. Oui. Donc c'est pas du blabla, quoi. C'est du concret. Plus de ça, on met à disposition le nom de nos clients, leur numéro de téléphone pour ceux qui l'acceptent. Ils ont le numéro des salles, ils ont le nom de la salle, ils ont tout. Donc c'est en toute transparence. Donc on n'a rien à cacher, quoi. Non, du tout. Ok. Combien de temps on a fait là ? Ok, je vais devoir sauter un sujet parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais par contre, le sujet que je ne veux pas sauter, c'est tes clients. Mes clients ? Oui, Brother. Les fameux Brother. Brother Glove Experience. Exactement. Et j'aimerais qu'on parle d'eux pour un peu montrer aux gérants de salle qui vont regarder cette vidéo, pour leur montrer comment on s'y prend avec des clients. Donc, quelles étaient leurs problématiques au début ? Je vais te poser des questions au fur et à mesure. Oui. Comment on les aide au fur et à mesure ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Et ça a été quoi le résultat ? Tu vois, pour qu'ils comprennent aussi comment on s'y prend. Et on peut donner toute la matière, on s'en fout, de ce qu'on a mis en place pour eux et comment on a su les aider. Mais surtout que ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait combien de temps qu'ils travaillent accompagne. Avec nous ? Donc c'est Maximilien et Joseph. C'est ça, c'est 2 frères. 2 frères. Qui ont ouvert une salle de boxe anglaise à Martigues. Et donc, ça, c'est dans le sud, ça. Voilà. Et donc, ils ont un accent super chantant. Et moi, j'adore toujours les embêter en disant mais est-ce que vous êtes à côté de Camping Paradis, la fameuse série quoi. Donc, je les embête toujours avec ça parce qu'effectivement, ils ne sont pas très, très loin. Et quand les résultats qu'ils me donnent ou les choses qu'ils font ne me conviennent pas, la petite phrase, la petite punchline, je leur dis toujours non, mais vous avez cru que vous étiez chez Camping Paradis ici ou quoi ? Donc, c'est toujours un peu la punchline que je leur donne quand je ne suis pas très, très contente de ce qu'ils ont fait. Mais donc, ça ne fait pas très longtemps. Je pense que ça fait à peine 8 semaines qu'on les accompagne. Donc, c'est très, très, très court. Mais ils ont eu une progression juste dingue. Attends, avant de parler de leur progression, parce que là, tu brûles les étapes. Oh là là. Je viens de donner la fin, quoi. Déjà, c'était quoi leur situation initiale ? Alors, moi, quand ils sont arrivés, tu me les as servis sur un plateau d'argent, donc je dois t'avouer. Donc moi, j'ai fait connaissance avec eux. Coucou, vous allez bien ? Vous êtes près de Camping Paradis, c'est super, tout va bien. Moi, je vais vous aider à avoir des clients et on va passer un bon moment ensemble, quoi. Donc, en fait, Maximilien et Joseph, ils m'ont contacté il y a 2-3 mois. On a fait un audit ensemble. Un audit qui était 100% gratuit pour eux et sans engagement de leur part. Et on sélectionne vraiment beaucoup ceux qui participent aux audits. En tout cas, on essaye un maximum. On a toujours des gens pas très intéressés et pas très intéressants non plus. Et en fait, donc ils bossent à côté. Oui, ils sont tous les deux, en fait. Ils font de la boxe thérapie dans des hôpitaux, en fait. Et donc, du coup, ils bossent à côté et ils ont monté leur salle il y a 1 an et demi de ça. Oui. Vraiment par passion sur ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils faisaient quoi ? 2-3 000 euros de chiffre d'affaires, grand max. Grand max, je pense. C'est même moins. En 1 an et demi, ils avaient une vingtaine de clients, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, en fait, une situation financière, on ne va pas faire de schéma, quoi. C'est au bout d'un moment, il n'y a vraiment pas d'argent. Ils ont mis toutes leurs économies. Donc, ils ont mis toutes leurs économies dedans.
Ils n'ont pas de rentabilité, ils doivent remettre de l'argent tout le temps, tous les mois là-dedans. Ça va que c'est une petite salle qui n'a pas non plus de très grosses charges, non. Mais ça reste une réalité terrain. Et ils ont tout misé sur le bouche-oreille. Ils ont fait quasiment aucune com ou très peu, un peu par-ci par-là, mais sans vraiment faire quelque chose de concret. Et même le bouche-oreille était sous-exploité chez eux. Oui, totalement. Et donc vraiment aucun système d'acquisition vraiment prévisible là-dessus, aucune stratégie. Et en fait, ils m'ont beaucoup touché parce que quand ils ont démarré avec nous, en fait, ils n'avaient pas l'argent pour le faire. Du tout. Et donc, ils n'avaient pas l'argent pour le faire. Et ce qu'ils ont fait, et c'est là où ça montre la réelle motivation des gens, c'est qu'en fait, ils ont emprunté de l'argent à leurs proches pour pouvoir travailler avec nous. Parce que de toute façon, ils savaient que s'ils continuaient tout seuls, ils pouvaient continuer tout seuls, comme beaucoup le font. Oui, bien sûr. Et en fait, ils auraient fini par fermer. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences pour développer leur salle. Et c'est normal, quand tu ouvres ta salle, tu es coach, mais tu n'as pas toutes les compétences pour communiquer, pour faire du marketing, pour faire de la vente, pour fidéliser, pour gérer ta boîte. Et donc, il faut apprendre ça. Mais si tu ne l'apprends pas, bah, tu fais quoi ? Tu vas dans le mur. Et donc, en fait, ils ont eu le courage déjà de le faire. Ouais. Et l'humilité, parce qu'ils ont dû aller, ils ont dû aller demander de l'argent à leurs proches. Hein, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et parce que déjà, il faut que tu acceptes que ton truc, il se développe pas. Donc, tu es un peu dans une merde. Ouais. Et en plus de ça, tu vas demander de l'argent et sans aucune garantie que ça va fonctionner pour toi. Non. Et donc, ils nous ont fait confiance et je les remercie encore grandement. Et quand je vois leur évolution, je suis vraiment content. Et en fait, ils ont quand même franchi le cap malgré toutes leurs peurs, malgré tous les doutes qu'ils avaient là-dessus. On a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé, on a fait plusieurs rendez-vous avant pour vraiment les rassurer, pour leur montrer comment on travaille, pour leur montrer nos clients. Et ils ont franchi le cap. Ils ont franchi le cap. Et quand moi, je les reçois la première fois en rendez-vous individuel, donc moi, j'arrive un peu, pas en terrain conquis, mais bon, je connais ma matière, c'est pas les premiers clients que je vais aider, donc ça va, on est bien. Je me préoccupe pas plus que ça, quoi. À part qu'ils commencent à parler, à m'expliquer leur situation, et là, je me dis, ouf, mais ici, c'est un champ de mine. Par quoi on va commencer ? C'est la première fois où, quand un client m'a exposé la situation, où je me suis dit... Et donc, c'était quoi leur situation ? Mais la situation, c'est que... Si on devait synthétiser. C'est qu'on démarre sur le fait que, par exemple, ils n'ont pas de logiciel de réservation. Donc, je leur dis, mais comment viennent vos clients ? Ah ben, il y a 3 créneaux sur la semaine, ils viennent. Oui, mais comment vous savez combien vous avez de clients ce soir ? Ah ben, on ne sait pas. On sait qu'on a 10 places, je pense que c'est, ou 20 places, je ne me rappelle plus, ouvertes. Et qui vient. Ah, donc en fait, là, on ne sait pas. Non, ok. Et vos clients, ils peuvent venir combien de fois par semaine ? Ah, autant de fois qu'ils veulent. Ah, ok. Et au niveau de vos prix, vous vendez comment, là ? On a des cartes, des abonnements. Ok, mais vous vendez des cartes ou vous vendez des abonnements ? Tu vois, c'est des abonnements où ils peuvent venir autant de fois, donc c'est un peu une carte. Donc déjà là, c'est pas clair du tout pour moi. Je me dis, ok, et vous vendez ça combien, les gars ? Et je pense qu'ils étaient à 35 € par mois. Hein. Oh putain. Ok. Et comment ils vous payent, les gens ils nous payent, quoi, Rosina. Oui, mais donc vous avez un logiciel de réservation où les gens mettent leur carte de banque à l'intérieur, enfin leur RIB. Ah non, on n'a pas. Ok. Et donc là, dans ma tête, ça va très vite. Je me dis, bon, ici, il faut démarrer comme si c'était une nouvelle salle qui va ouvrir et on va mettre les fondations. Et en fait, les fondations qu'ils ont dû mettre en premier, c'est très vite faire appel à une société. Donc, ils ont fait le choix de travailler avec Sportigo. Ils en ont rencontré plusieurs, mais c'est eux qu'ils ont choisi pour déjà mettre en fait un cadre légal à leur activité. Ça veut dire on va commencer à mettre de la structure. Donc, on a mis de la structure sur le fait qu'ils allaient avoir un vrai horaire sur lesquels les gens allaient pouvoir s'inscrire. Donc, leurs clients allaient pouvoir s'inscrire. Parce que là, on parlait que des clients. Alors que là, ma priorité avec eux, c'était très vite d'aller chercher des prospects. Mais déjà, comme ce n'était pas cadré pour les clients, les 20 clients qu'ils avaient, si moi, je leur amène 50 clients,
ça devenait... Là, je pense que les mines, elles explosaient, quoi. Donc, là, je dois changer tout ce que je prévois dans ma tête. Je me dis, OK, en 1, on va structurer, on va mettre du cadre à votre business. Et puis, en 2, je vais vous amener des prospects. Donc, du coup, tu as mis en place le logiciel Sportigo pour pouvoir que les adhérents puissent réserver, qu'ils aient un planning, qu'ils puissent prélever. Qu'ils aient aussi des conditions générales de vente. Qu'ils aient aussi des parce conditions qu'ils n'en générales avaient de vente. Pour qu'effectivement, ce soit clair, en fait, pour eux aussi. Parce qu'ils avaient 20 clients, donc c'est facile à gérer, 20 clients. Ouais. Mais le jour où ils en ont 200, chacun faisait un petit peu comme il voulait. Quelqu'un qui voulait arriver à 18h15 à la place de 18h, il pouvait. C'était vraiment... Mais parce qu'ils sont extrêmement chaleureux. Donc, ils sont chaleureux. Bah, c'est la chaleur du Sud. Oui, vraiment. Et donc, automatiquement, ça se comportait aussi comme ça avec leurs clients. Donc, je dis non, là, en 1, il va falloir mettre du cadre. Et donc, il faut savoir que directement, quand moi, je dis, OK, on va mettre du cadre, la première peur qu'ils ont eue, c'est on va perdre nos 20 adhérents. Et je leur ai dit, s'ils sont Pourquoi contents... ils ont eu cette peur? Parce qu'aujourd'hui, leurs adhérents, ils faisaient comme ils voulaient. Ça veut dire que s'ils voulaient payer en cash, ils payaient en cash. S'ils voulaient payer, ils devaient payer le 1er du mois, mais s'ils les payaient le 15 du mois, ça allait aussi. Donc, il fallait remettre vraiment du cadre. Okay. Et donc, ils me disent, Rosina, si on perd les 20 adhérents. Et donc, je dis, écoutez, si on perd les 20 adhérents, je ne pense pas que ça va arriver. Pourquoi je ne pense pas que ça va arriver? Parce que je suis intimement convaincue que les gens viennent chez vous parce qu'ils aiment la pratique et la manière dont vous leur enseignez cette pratique. Donc, pour ces raisons-là, je ne pense pas que les 20 adhérents que vous avez, vous allez les perdre. Je dis deuxièmement, si on arrive dans ce cas de figure extrêmement gravissime de perdre vos 20 clients, qui ne m'est jamais arrivé, mais imaginons, je dis, c'est pas grave. On prend ce recul nécessaire en se disant, ces clients-là ne font pas partie des 200 clients qu'on va avoir et qui, eux, doivent avoir du cadre. Donc, je dis, si on les perd, je n'y crois pas, mais si c'est une réalité, moi, je vous promets qu'en 1 mois, de toute façon, on va avoir 20 clients. Donc, il vous a fallu 1 an et demi pour avoir 20 clients. Si je vous en apporte 20 en 1 mois et qu'on les a perdus, on est quand même statu quo. Donc tu étais convaincu de toi que tu pouvais leur apporter l'équivalent de ce qu'ils ont eu en 1 an et demi en 1 mois. Oui, j'étais vraiment convaincue. Okay. Donc, d'une part, je dois les rassurer en leur disant, vous n'allez pas perdre vos clients, on ne va pas changer le prix pour ces clients-là, mais par contre, on va leur apporter du cadre et de la structure. Ils ne pourront plus venir s'ils ne sont pas inscrits. Si le cours commence à 18h, c'est à 18h. Bien sûr, il peut y avoir une fois de temps en temps une exception, mais ce n'est pas tout le temps. Le cours, il commence à 18, tu es là à 18. Voilà. On va effectivement regarder votre grille tarifaire et on va mettre un prix qui est congruent. Il faut savoir qu'un prix qui est congruent, ce n'est pas spécialement le prix que moi, je décide de mettre parce que c'est le prix du marché. Loin de là. Le prix qui doit être congruent, c'est jusque à quel point, eux, ils ont la capacité de vendre. Pourquoi? Parce que moi, j'estime encore aujourd'hui que leur tarif est assez bas. Et comment ils ont calculé leur prix de mettre 35, 40, 50 euros par mois pour des cours qui sont encadrés par des coachs en plus, ça, je ne pense pas qu'ils prennent beaucoup de personnes, 8-10 personnes max, je pense. C'est hyper intimiste. Donc, comment ils ont fait pour calculer leur prix? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse du tout. Je pense que ils se sont dit dans les associations, c'est le prix qui est pratiqué. Alors dans les associations. Je pense. Je devrais leur demander. On est une entreprise, on a des charges, on a des salaires à payer. Oui, mais eux, ils sont coachs. Ouais, ils n'ont jamais entrepris. Donc, par conséquent, ils ne se sont pas dit... Tu vois, une des questions que je leur ai dit, je dis, les gars, mais c'est quoi vos charges? Et là, ils me sortent des prix, ils me sortent des montants. Je dis, mais attendez, là, vous me dites ce montant-là, puis 2 secondes après, vous me dites... Je dis, vous savez réellement, c'est quoi vos charges? Et là, il me dit, ouais, mais on n'a pas beaucoup de charges, Rosina. Non, mais moi, je m'en fous que t'en aies beaucoup, pas beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est le montant. Et donc, déjà, ça, je leur dis, en fait, vous devez le calculer. Et à ça, je veux savoir combien vous voulez gagner dans votre vie. Parce que si j'ai pas ça, on va pas savoir aller. Parce que si ça se trouve, peut-être que la semaine prochaine, je vous dis, les gars, fermez. Donc, quand je leur ai dit ça, ils se sont dit, punaise, on vient de les payer, les gars. Alors qu'ils sont partis chercher 5000 balles chez leurs proches. Et toi, tu leur dis potentiellement la semaine prochaine, je vous dis de fermer. Bah oui. Okay. Pourquoi je leur dis peut-être que la semaine prochaine, je vous dis de fermer? Parce que peut-être que leurs ambitions ne correspondent pas à la capacité de la salle. Ouais.
et que les tarifs qu'ils pratiquent ne correspondent pas à la capacité qu'on peut avoir. Donc moi, à un certain moment, je préfère être claire avec eux. Et c'est bien qu'ils aient fait cet exercice, parce qu'il faut savoir qu'ils ont vraiment beaucoup bossé. Ils ont été très, très vite pour m'apporter les réponses que j'avais besoin. Et c'est grâce à ça que je leur ai permis de dire, vous voyez, en fait, le prix que vous pratiquez aujourd'hui, même si demain, votre salle, elle est pleine, vous ne saurez toujours pas vous payer. Donc, on fait quoi ? Et heureusement qu'on a fait ce travail-là avant de leur amener des nouveaux clients. Et ensuite, ils disent oui, ok, donc on recalcule et on trouve un autre prix qui est plus ou moins acceptable, qui pour moi est encore trop bas, mais qui était acceptable pour eux et qui leur permettait en tout cas de pouvoir payer leurs charges et également le salaire qu'ils désirent. Donc ils sont à combien maintenant ? Bien sûr, ils désirent arrêter. Donc on est à 55, donc c'est encore bas, mais ça couvre ce qu'ils ont besoin. Donc on est, et aussi par rapport à la capacité de la salle. Et surtout que c'est un premier step. Parce que ce que je leur ai dit, je dis, écoutez, dans un premier temps, ils ont augmenté le prix, mais ils ne voulaient pas faire des frais d'inscription. 2 semaines plus tard, on a rajouté les frais d'inscription. Donc, on va vraiment étape par étape et je pense qu'on va arriver aussi à augmenter ce prix, à être plus haut, mais ils ont juste besoin de gagner en confiance. C'est très marrant. Et donc, ça me fait penser, les gars, je vous fais une petite remarque. Je n'ai pas reçu mon SMS pour me dire que vous avez vendu aujourd'hui et hier. Donc, c'est marrant parce qu'effectivement, tous les jours, ils m'envoient un petit SMS en disant on a fait autant de nouveaux abonnements. Mais attends, moi, ça me soulève un point quand même, là, ce que tu viens de me dire. C'est que, donc, ça veut dire tous les jours, tu réponds à tes clients sur WhatsApp en direct. Oui. Donc, je leur donne 24... Donc, en fait, je me donne une permission de 24 heures pour répondre à mes clients. Chacun de mes clients ont un groupe WhatsApp. Et ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent me poser entre 2 rendez-vous, en fait. Donc, il y a certains clients qui sont en individuel, il y a des clients qui sont et en collectif et en individuel, et puis d'autres qui sont en collectif. Ça dépend un peu de la formule qu'ils ont choisie. Mais, quelle que soit la formule que tu choisis chez nous, il y a un groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp, eh bien, moi, j'y apporte, moi ou Silvio ou toi, on y apporte une réponse dans les 24 heures. On évite le samedi-dimanche, mais ça nous arrive encore de répondre le samedi-dimanche, mais on essaye d'éviter. Donc, ça veut dire que peu importe la question qu'a le client, dans les moins de 24 heures, il a une réponse. Férié, week-end, etc. Il a une réponse. Et si la réponse est trop complexe et que je vois que je vais quasiment faire un podcast de 5 minutes en message vocal, alors à ce moment-là, je vais essayer de lui donner une réponse qui peut immédiatement solutionner une partie du problème, mais je vais lui dire, voilà, ça va être notre priorité lors de notre prochain rendez-vous. Parce que je ne peux pas solutionner ça là comme ça en 2 minutes d'audio. Si ça doit dépasser, parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire des audios à mes clients de 7 minutes et j'estime que c'est beaucoup trop. En plus, moi comme je suis quelqu'un qui parle très très vite, donc ils ne savent même pas le mettre en x2 ou sinon ils ne comprennent pas. Donc ils t'écoutent pendant 7 minutes. Il y en a eu quelques-uns, ils ont eu des 7 minutes. Oui. Mais pourquoi on fait ça sur notre service client ? Parce qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui qui mettent une IA, un chatbot ou quoi en termes de service client. Et nous, on y avait réfléchi aussi de le faire. Pourquoi nous, on se fait chier à faire ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les réponses, elles ne peuvent pas être standardisées. Même si de manière générale, c'est plus ou moins toujours les mêmes réponses, les mêmes questions qu'on me pose. Il y a cette touche de personnalisation qui fait que ça touche nos clients. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on connaît le dossier de notre client. Donc, il y a aussi des subtilités où on va se dire « Ah, attends, mais lors de tel rendez-vous, il m'avait dit ça. » Ou on connaît... Parce que, à force, moi, j'ai vraiment l'impression, alors que je suis simplement leur consultante et que je suis là simplement pour donner des conseils, mais moi, j'ai vraiment l'impression que je fais partie de l'équipe, quoi. Tu vois, quand je leur parle, je dis « Attendez, les gars, mais on a fait que ça de chiffre d'affaires, c'est quoi ça ? Mais il n'y avait pas eu assez d'appels. » Et donc, je suis vraiment... imprégnée dans la salle comme si j'y travaillais alors qu'en fait c'est pas ma salle, j'y travaille pas, on m'a payé simplement pour une prestation et je donne effectivement le maximum et c'est un peu dans ma personnalité. Ensuite, quand tu as un problème, je suis désolée, c'est pas 15 jours plus tard qu'on va le solutionner, la réponse il faut l'apporter, quoi. Donc déjà 24 heures c'est plutôt pas mal. Surtout que des fois j'ai quand même certains clients qui se disent « Ah, je vais quand même poser la question à ChatGPT ». Et puis ChatGPT va lui proposer quelque chose qui est des fois pas vraiment en congruence avec les stratégies que nous on propose. Donc après je dois tout reprendre.
Et moi, je trouve que c'est du service client, quoi. Il faut savoir aussi qu'avec le Covid, les gens ont changé. Ouais. Avant, c'était OK de recevoir un paquet. Il nous fallait 1 semaine, 2 semaines par la poste. OK. Après le Covid, quand je commande une commande sur Amazon, c'est ça. Ça doit être... Quand ça met 3 jours, c'est long, quoi. C'est ça. Ça doit être chez moi dans les 24 heures. Donc, par conséquent, on sait aussi que nos clients, en tout cas, apprécient. Enfin, moi, je pense que les clients apprécient qu'on soit vraiment à leur disposition, en tout cas. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à nos concurrents, si on peut appeler ça des concurrents, plus des confrères, on va dire, sur ça. Mais parce que, en fait, on a un service client. Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous reprocher notre service client. Non. Même si on n'arrive pas à solutionner le problème par message, on l'appelle. Oui. Si vous y arrivez pas, vous me transmettez le message. Moi, j'appelle. On trouve toujours une solution. On trouve toujours quelque chose. Et que ce soit ça, que ce soit... c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait des messages d'anniversaire qu'on envoie aux gens. Où je te dis, en fait, viens, on met un bot qui envoie. Mais en fait, non, parce que même les messages d'anniversaire sont personnalisés. Et d'ailleurs, même moi, je fais toujours un petit message vocal au client. Comme ça montre cette sympathie. Et en fait, ça montre ce que personne ne fait. Oui. Parce qu'au final, même pour les fêtes de fin d'année où on envoie une carte, en fait, ça change du pauvre mail qui tombe dans tes spams. Oui, ou de la carte qui est ou de la carte qui est globale. Alors que là, tous les messages sont personnalisés, toutes les cartes sont personnalisées. Et c'est ce qui fait qu'on a un service client aujourd'hui. C'est ça que les gens viennent chercher. Oui, mais en même temps, c'est aussi ce qu'on transmet à nos clients. Parce qu'on leur dit quoi ? Aujourd'hui, quand on leur demande de faire de la prospection, on leur demande d'humaniser leur système. Ouais. Or, justement, tu parlais des concurrents ou des confrères qui, eux, ont plutôt pris cette tendance à « OK, on va automatiser et on va faire pour y passer le moins de temps possible. » Voilà, alors qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut effectivement automatiser. Nous, la génération de leads, elle est automatisée. Mais par contre, prendre son téléphone pour téléphoner, ça, il faut un être humain. Et je pense que c'est ça que nos clients apprécient beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, deux réponses ne se ressemblent pas. Ouais. Et pour revenir sur les browsers, parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est ça. Donc, d'une part... Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place Mais qu'est-ce qu'on a mis en place? Une fois qu'on avait structuré ça. 2, on a regardé effectivement leur grille tarifaire et on a mis un prix qui était... Donc, je leur ai montré qu'il fallait qu'on augmente. Mais par contre, on a mis un prix qui était acceptable pour eux. Et je leur ai... En fait, je les ai projetés en disant, on va devoir en arriver à ce prix-là, mais c'est quand à chaque fois vous aurez confiance. Donc, on va faire ça step by step. C'est un peu comme quand on monte un escalier, c'est une marche à la fois. Donc, OK, ici, vous êtes à 50-55 €, parfait pour moi. Mais quand vous le sentirez, il va falloir qu'on augmente. Et par contre, ça ne va pas devoir prendre 2 ans parce que je les challenge aussi là-dessus. Donc ensuite, après, il a fallu mettre en place le système de prospection. Donc, c'était la première fois qu'ils faisaient une vidéo de vente. Donc là, ils m'en ont voulu en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle nous demande, celle-là? Elle n'est pas, elle n'osait pas. On a recommencé 20 000 fois. Rosina, c'est pas possible. » Et en fin de compte, leur pub, elle a démarré, elle a super bien fonctionné. Ensuite, vas-y, il faut appeler. Mais attends, Rosina, on n'a jamais appelé quelqu'un. Oui, voilà, je vais t'expliquer comment tu vas appeler. Et ils s'y tiennent. C'est vraiment quelque chose où ils sont vraiment assidus. Alors que quand tu vois leur planning, je ne sais pas comment ils font parce qu'entre leur salle, les coachings, parce qu'ils font aussi du small training, ils font aussi des coachings individualisés, puis ils travaillent en plus de ça dans des hôpitaux. Il faut caser la prospection et je dis, je ne sais pas comment vous voulez faire, mais en tout cas, vous allez faire. Et c'est aussi de se dire, c'est pas indéfini, ce sera pas tout le temps comme ça. C'est juste que ici, si vous voulez des résultats rapides, il va falloir mettre beaucoup d'actions rapidement en place. Et donc, quand ils sont au rendez-vous, les pauvres avec moi, ils suent, mais ils me disent, c'est comme si on avait fait du sport avec toi. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès le premier mois, ils avaient doublé leur chiffre d'affaires. Donc, ils ont fait le nombre de clients qu'ils ont fait en un an. En un an, ils l'ont fait en un mois. Et ici, donc après, ils ont osé, parce que ça leur a donné la confiance, donc de dire, OK, on va mettre des frais d'inscription, OK. Alors, ce qui est bien aussi avec eux, c'est qu'ils m'écoutent, mais des fois, ils veulent quand même faire à leur tête. Donc moi, pas de souci. Comme beaucoup de clients, d'ailleurs. Oui, mais eux, ils ont l'humilité, en tout cas, de me dire, Rosina, on s'est planté. Et ça fait quand même un tout petit peu plaisir. Parce que, comme ils sont tellement généreux, ils ont envie de tout faire. Et moi, je leur ai dit, les gars, on ne peut pas se concentrer sur tout. Donc, un truc à la fois, remplissons vos cours de boxe, rajoutons des créneaux horaires pour les cours de boxe, parce que je vous montre par calcul que c'est ce qui est le plus rentable aujourd'hui. Et là, ils me disent,
Rosina, on a eu de la demande, on va mettre un cours de boxe rien que pour les femmes. Je dis, écoutez, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais. Je dis, non, mais moi, je dis, pour le moment, ça peut être intéressant, mais là, on est en train de se chercher, on est en train de se découvrir. Les gars, on reste focus. Un truc à la fois. Remplissez-moi les cours de boxe, que ce soit des femmes, des hommes, je m'en fous. Je dis, mais on reste focus, on commence pas à partir. Oui, mais non, on a eu de la demande, Rosina et tout. Ok. Donc, ils me mettent un cours de boxe rien que pour les femmes. La première semaine, ils sont tout contents. Ils ont 3 ou 4 femmes qui viennent à leur cours. Ok. Ouais, il faut qu'on lance une pub rien que pour les femmes. Je dis, écoutez, les gars, votre pub, elle fonctionne très, très bien. Ce serait dommage de changer. Oui, mais non, on voudrait remplir le cours rien que pour les femmes. Je dis, mais vous avez des prospects femmes, donc mettez-les. Non, mais ok. Et ils font la pub et ça se dégringole. Et ça marche pas. Et la pub, elle fonctionne pas. Et pour finir, ils reviennent, ils me disent, bon, mais je crois qu'on va annuler les cours rien que pour les femmes. Je dis, mais oui. Et c'est là où, bravo à eux, félicitations, parce que c'est pas le plus facile de se dire, Rosina, on ne t'a pas écouté. En plus de ça, on a voulu en faire un autre tête et en fait, là, ça fonctionne pas si bien que ça. Donc, l'idée de leur cours de boxe rien que pour les femmes, elle est bonne. C'est juste que c'est pas le bon timing, en fait. Et ça a été la même chose avec leur small group, avec leur coaching individualisé, où j'ai dit, écoutez, les gars, en fait, c'est que, je reprends cet exemple, c'est le champ de mine. Vous voulez tout faire exploser maintenant pour qu'on fasse table rase. Mais non, je peux pas faire des miracles et vous non plus. Et on va faire un truc à la fois, on va rester focus. Et c'est comme ça que, là, tous les jours, plus ou moins, ils nous envoient ces messages en disant, voilà, encore cette vente-là. Parce que pour le moment, ils sont focus. Alors, on a encore plein de stratégies à mettre en place, plein de choses à faire. Je pense qu'avec eux, je n'ai pas encore vu le parrainage parce qu'on avait tellement de choses à faire avant. Mais ça montre un truc, ça montre que, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais ton accompagnement, en fait, c'est que les pubs. Mais en fait, pas du tout. Ça, c'est peut-être 10-20% de ce que l'on peut faire. Mais par contre, derrière, il y a tout un accompagnement complet. Et c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ça et qu'on parle de ça aujourd'hui pour que les gens se rendent compte de tous les champs opérationnels sur lesquels on intervient dans une salle. Oui, parce qu'en fait, nous, on met le nez dedans. Et comme nous, on a ce recul et l'expérience, ça nous permet de dire, OK, en fait, là, c'est pas l'axe numéro 1 qu'on va prendre. En fait, on peut pas faire ça. Eux, généralement, nous, le premier axe, c'est, OK, on va vous mettre un système de prospection en place. Eh bien, avec eux, je pouvais pas commencer par là. Ouais. Parce que si je commençais par là, en fait, je créais encore plus de désorganisation dans leur business. Et c'est là que ça montre que l'accompagnement individuel, c'est important. Oui. Et ceux qui vous disent, sans même étudier votre situation, faites ça, au final, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, tu lui dis, tiens, fais ça, ça va marcher, et tu verras, ça marche pour tout le monde. Alors que tu le connais même pas, au final, non. Non. Donc, Donc vraiment félicitations parce qu'ils bossent vraiment beaucoup. Et donc voilà, on espère en faire ce mois-ci plus 30% par rapport au mois précédent. Allez, c'est cool. Ouais. Pour clôturer, oui. Est-ce que tu aimerais dire un mot pour clôturer ? Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce podcast. Ça change un petit peu de tout ce que tu peux faire. C'est vrai. J'invite également, s'il y a des clients à nous qui veulent participer à ce genre de podcast, avec dites-le plaisir. nous en commentaire. Que en ce tout soit cas. en Belgique, en France, oui, en vraiment Suisse, avec plaisir de vous inviter sur un de nos podcasts pour justement parler de vraiment de la vie pratique d'un honneur d'une salle de sport en tout cas. Et si vous êtes honneur d'une salle et que vous regardez cette vidéo, déjà que vous l'avez regardée jusqu'à la fin, parce que quand même, il faut tenir 1 heure c'est ça. Sur ça, et que peut-être que soit vous avez un projet d'ouverture, soit que vous avez déjà une salle qui tourne, mais qu'elle stagne entre 10 000 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et parce que en fait, ça s'est très bien développé avec le bouche à oreille, en investissant beaucoup sur le matériel, mais que là, vous avez atteint ce plafond-là. Contactez-nous, je vous mets un lien en description de cette vidéo pour pouvoir réserver un appel avec moi directement qui soit en visio pour justement identifier, comme les browsers, qu'est-ce qui bloque lors d'un audit et qu'on puisse voir est-ce que notre méthode et notre programme peut s'adapter à votre salle. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est sans engagement, c'est offert. Et en plus de ça, on passe du bon temps. Donc, oui, parce qu'on est sympa. Parce qu'on est sympa. Allez, cool. Allez, à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.